François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. La bascule d'août, une bascule, oui, j'ai pris un petit répit dans les vidéos. Le PDF au jour le jour du carnet, ses développements, ses annexes, la recherche iconographique. Ouais, je me suis organisé le matin, le soir, en tout cas. Des heures un peu décousues, mais chaque jour j'ai tenu. Et là on va arriver 31 août, 1er septembre, on est aux 2/3 de l'expérience. On va pouvoir commencer à y croire. Et quel mois d'août. Alors, toujours, donc, le petit carnet, 1925, le petit diary de Howard Phillips Lovecraft, avec ses petites cases qu'il remplit tous les jours. On va voir ça de près tout de suite. Et la grande chance pour ce mois d'août que les lettres transmises à sa tante, Lillian Clark, à Providence, on les a toutes en archives. Elles sont même en version numérique, en fac-similé. C'est passionnant d'explorer tous ces centaines et centaines de documents numériques sur le site de la John Hay Library, donc la Brown University à Providence. Donc, merci Hippocampus Press et Derek Hussey. On a là les transcriptions intégrales grâce à toujours à Hesti Yoshi et David E. Schultz de ces lettres. Ça veut dire que les notations de Howard Phillips Lovecraft, ces petites notations qui sont tout à fait hiéroglyphiques et qui ne nous disent pas tout, bien, on a leur amplification, leur développement et waouh, quel bonheur pour nous. En mai-juin, c'était pas le cas, on était beaucoup plus à tâtons. On a aussi les lettres que George Kirk, l'ancien, j'allais dire colocataire, même s'il était la chambre du dessus. Maintenant, il a déménagé, il installe sa propre librairie, mais il continue d'écrire quasiment tous les jours à sa fiancée restée à Cleveland. Alors tout ça, nous, il faut négocier parce que, aux deux tantes, on ne dit pas tout. Il y a beaucoup de choses aussi qui passent par, évidemment, l'oral avec les plus proches, comme Buck Maplong et Samuel Loveman, et ça, évidemment, à jamais enfui là dans l'éther, mais c'est pas ce qu'on cherche, nous. On cherche quelque chose pour nous. On cherche quelque chose qui nous renseigne sur l'invention, la possibilité de l'écriture. Le fait que, écrivant, c'est la formule de Maurice Blanchot, pour écrire, il faut déjà écrire. On va voir là, sur ces 15 jours d'août, Lovecraft écrit en permanence, tous les jours. Mais il écrit des lettres, et des lettres qui ne font pas partie de la masse préservée de sa correspondance, puisque c'est encore principalement lié, vous savez, à sa démarche dans la UAPA, c'est-à-dire cette association de United Association of Press Amateurs, donc on traduit ça par journaliste amateur, mais presse, non, c'est la presse à imprimer, c'est pas la presse quotidienne, ni il y a quelque chose qui change dans le mot, mais il y a ce mot amateur là, qui va encore dominer cette quinzaine, et leur publication annuelle United Amateurs, et Lovecraft qui s'est énormément impliqué depuis des années dans ce mouvement. Là, vous vous souvenez, en juillet, lui et Sonia passent le relais à une nouvelle équipe, et il apparaît que il s'en plaint tout le temps, mais il a quand même du mal à détoler. Et il en veut là à tous ces jeunes types là, qui maintenant gèrent le United Amateurs de venir toujours lui demander « Et là, on fait quoi ? Et là, on fait comment ? Et là, et puis, mais il est bien content quand même que on s'accroche un petit peu à lui. Alors, on va aller directement y voir, puisqu'avec cette petite rupture de rythme, je crois que moi, j'en avais besoin aussi. Là, il y a ce bloc-là des 4 prochains mois, le dernier tiers, évidemment, où on va arracher là, tout le projet, mais c'est dans ce mois d'août qu'on avait évidemment l'essentiel de cette bascule, de cette transition. Bon, il se trouve que quand
quand je suis pas chez moi, il a fallu que je me rende à l'évidence. Ben, c'est là, il me faut mon installation. Il me faut ma dalle de 27 pouces avec le truc de copie écran. Il me faut mon petit magnéto qui est là et puis le micro. Enfin, on travaille. C'est ça, la matière. Finalement, je crois que la matière, c'est même plus là ce retour micro-casque que le petit œil noir qui est là-bas. Bon, je peux vous faire bonjour, mais la matière, elle est là. J'ai besoin aussi de cette bulle, j'ai besoin de la masse de bouquins. On y va. Ordi. Alors, quand je dis que le mois d'août a été là une énorme bascule, on reprend très rapidement. Sonia a trouvé un nouveau travail, cette fois stable, solide, à Cleveland. Cleveland, c'est la 5e ville des États-Unis. C'est avec Columbus, la grande ville de l'Ohio. N'empêche que c'est à 8 heures ou 10 heures de train, un train de nuit. Et à peine elle est partie que Lovecraft semble se remettre au travail, mais met beaucoup de temps. Perturbé aussi par le retour de Samuel Loveman. On a reparlé de cette relation très complexe qui les unit, une sorte de père, frère, fils. Loveman, un peu, là, c'est Lovecraft, qui est pourtant pas bien aidé lui-même, sauf quand il y a Sonia devant lui pour s'occuper des tâches matérielles. C'est lui qui va prendre en charge les locations de chambres, les déménagements, tout ça. C'est des choses, là aussi, ambivalentes et compliquées à apprendre. Mais, c'est à s'attendre, c'est ce qu'il va dire. Et encore 3 jours qui passent à s'occuper de Loveman au lieu de s'occuper de mes propres affaires. Mais quand il retrouve cette liberté, c'est aller au cinéma. Alors là, avec le vieux Arthur Leeds, qu'il respecte beaucoup, mais Leeds est un mordu de cinéma. Ils vont voir un film qui s'appelle Romola sur une terrasse de nuit à New York. Ça devait être magnifique, mais lui, toujours pareil à sa tante. J'étais obligé d'accompagner Leeds, etc. Puis après, j'ai couru pour revenir. Tu parles, ils sont restés dans le petit agenda, et qu'ils sont restés encore au moins 1 heure ou 1 heure et demie à discuter en pleine nuit, là, dans le Bryant Park, vous savez, juste derrière la Public Library, là, en allant vers Times Square, là où il y a le buste de Gertrude Stein, mais il n'y était pas encore, et de loin, et il se passe une sorte de moment. Alors tout ça, on l'a regardé avec précision. C'était la 2e semaine. La 2e semaine, tout d'un coup, l'agenda change, il bascule. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un jour, on a 2 jours, le 10 et 11, le 12 et le 13, le 14 et le 15. Ce qui veut dire que ces 2 jours qu'on va examiner, ce qui se passe, c'est la nuit. C'est la nuit du 10 au 11. Et puis ensuite, retire, il faut bien 1 nuit sur 2 aller dormir un peu. Mais du 12 au 13, même chose, stay up. Stay up, ça veut dire que c'est là que ça se passe. Et puis, idem 14-15. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là? On avait ce moment extrêmement... vous savez en juillet, il a écrit cette histoire qui s'appelle Horreur à Red Hook. Et Red Hook, c'est les quais de Brooklyn, c'est la zone la plus pauvre, c'est l'arrivée directe des immigrants, c'est tout aussi le traitement des trucs industriels, c'est un vieux canal rempli d'égouts, et lui, avec George Kirk, ou tout seul, plein de fois, il a exploré tout ça. C'est dans cette histoire, Horreur à Red Hook, bien sûr, on reconnaît le vieux Brooklyn, le bonhomme qui manipule la secte. Il n'habite pas Red Hook, il habite plutôt Flatbush, dans le beau Brooklyn, des endroits que Lovecraft connaît par cœur, mais disons qu'il fait tellement part dans ce récit à ces pulsions continues toute sa vie qui sont pour nous inqualifiables, racistes. Oui, le refus de l'autre, le mépris de l'autre. Et ça, quelque part, moi je gère toujours une sorte de frontière. On ne peut pas être complaisant avec ça et on ne va pas le taire. Les documents, je les mets à disposition dans le dossier réservé, mais bien souvent, impossible pour moi là de les prendre directement sur le clavier. Ça paralyse les doigts. Et disons qu'au bout de 88 bientôt 40 ans d'ordi, c'est pas en très bon état tout ça, mais ça c'est pas la question là.
Et après Horreur à Red Hawk, il a un autre thème d'histoire, un autre thème qui est lié au New York de nuit. Il y a une lettre magnifique là, vers le 9-10 où il écrit à sa tante qu'il a besoin du terrain, il a besoin de la marche, il a besoin de la dérive, il a besoin des sensations et des images qui ne peuvent pour lui provenir qu'en marchant. Et il est dans sa chambre, il essaye d'écrire. Il se met l'après-midi, se lève tard, rose late, on est le 10, et l'après-midi il essaye d'écrire le soir, bon, il mange un petit peu, et ça coince, et il part sans rien, il part les mains nues, il part dans la sensation d'échec, il n'a pas réussi. Et là, il va marcher toute la nuit, Greenwich Village, dans Chelsea, et au matin, il prendra le premier ferry qui s'en va vers Staten Island. À l'époque, on paye encore un nickel, un petit 5 cents pour prendre le ferry qui maintenant est gratuit et qu'on a tous pris des tas et des tas de fois. Et de Staten, il prend un trolley qui l'emmène à un deuxième ferry, c'est lui qui va dans le New Jersey, à cette ville qui s'appelle Elizabethtown. Et Elizabeth parce qu'il y a toutes ces architectures coloniales, et on est à distance de la ville avec Sonia, même plusieurs fois, le projet de s'y installer, ils ont fait je sais pas combien d'excursions, et là, mais seulement à 7 heures du matin, il achète 15 cents, je crois, un petit cahier de composition, un petit cahier d'écolier, les petits cahiers de calcul là, les moins chers, 15 cents. Et il a sur lui, par contre, un beau crayon, avec un petit taille-crayon. Donc c'est pas un stylo, c'est pas son Waterman. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y est attaché? Il nous parle toujours du rapport de l'écriture, à la vitesse du bras, à la densité même de l'encre. Une période, il est tellement pauvre, il est obligé de s'acheter de l'encre au rabais. Mais non, tout d'un coup, ça marche pas. On n'a pas le droit pour l'écriture. C'est comme les chaussures, il faut que ça tienne. Et là, c'est juste avec ce crayon qu'il écrit de 8 heures jusqu'à 15 heures ce récit qui s'appelle Lui. C'est ses apparitions, tout d'un coup, à une fenêtre emmenée dans le fond de Greenwich Village, du New York du passé, du New York qui rejoint le présent, et de New York au futur. Et ce récit, l'utilisation du flash dans la narration de nuit, et qui fait que si vous faites comme on ferait aujourd'hui les time-lapse, tout d'un coup, c'est sur 200 ans que tu vois la ville qui grandit par ces coups de flash répétés. Il y a dans cette histoire, lui, quelque chose qui nous enseigne sur ce rapport là de l'écrit au monde, à la vision, et à la fin, il y a cette fameuse phrase: la pire erreur de ma vie a été de venir à New York, qu'on rabat maintenant sur son dos en permanence, et le voir encore le 30, il est extrêmement loin. C'est le personnage qui dit ça, c'est pas lui. Lui, il garde sa fascination, son obligation New York. Il y reviendra tout le temps dans sa vie, tous les ans, quelquefois pour des séjours même assez longs. Et ça, moi, je continuerai de m'obstiner là-dedans pour pousser du coude ce vieux cliché, et simplement le soir, il a rendez-vous encore avec Loveman, ou je sais plus quoi, avec Loveman et Leeds, toujours les mêmes. Il a peur d'être en retard, et donc il reprend, et le ferry, et le trolley de Staten, et tout ça. Voilà. Mais il a ramené son histoire. Il se passe quelque chose le lendemain, du 12 au 13, c'est que dans l'élan de l'écriture retrouvée, il a ce truc qui lui macère depuis un moment, parce que on en a les premières notes dans son Commonplace Book, c'est-à-dire ce carnet où il note les sujets d'histoire, et c'est une histoire qui est dont la description est là dès 2019. Vous savez, alors là, marrez-vous parce que je dis 2019 au lieu de 1919, mais si vous saviez dans ma vie ordinaire combien de fois je fais le lapsus inverse, à chaque fois la tête des gens, bon, c'est pas grave. Donc, une note de Commonplace Book qui date de 1919, donc il y a 6 ans, qu'après avoir pris ces autres notes, il va soigneusement biffer et écrire ce nom fétiche, ce nom culte, Cthulhu, C-T-H-U-L-H-U, dans le Commonplace Book, pour dire, ça y est, ça maintenant, c'est devenu Cthulhu. Là, il écrit. Alors, vous savez qu'il a une pratique de double synopsis. Un synopsis des faits dans l'ordre et un synopsis des faits dans le récit. Et une fois qu'il a... Alors, là, ce qui passe, tout d'un coup, c'est la mise en place de Cthulhu. Et
Donc ça c'était le deuxième, je résume tout ça. On va arriver maintenant à ce que j'appelle la semaine biscornue, vous allez voir. Et 14-15, il y a encore une autre chose qui méritait qu'on le regarde de tout près, d'extrêmement près. C'est-à-dire, il croit que cette mécanique qu'il a mis en place, c'est-à-dire là, il a dormi du jeudi au vendredi. Et bien le vendredi soir, à la nuit tombée, il repart encore marcher dans Greenwich Village. Il marche toute la nuit et à 5 heures du matin, de nouveau, il est à Staten Island. Staten Island est down. Chaque fois, il nous décrira le lever de soleil sur cette Babylone là, qui est New York. Et cette fascination, elle compte. C'est-à-dire cette impression de gigantisme. Pourquoi? Parce que tu t'éloignes par la mer de la gigapole et en t'éloignant, tu la vois s'embraser de cette lumière qui arrive de l'Est. Et pour lui, l'écriture, elle surgit de cette conjonction. Encore une fois trollé, encore une fois deuxième ferry, il arrive à Elizabeth. Il retourne dans le même petit square, mais là, il nous le précise. Il écrit à sa tante. Il a son écritoire. Alors nous, on a, ce qu'elle est là, ouais, on a ce machin-là, ça s'appelle iPad. Et moi, je sais parce que la première fois que je suis arrivé à Providence, c'était le 26 avril 2010, et tout d'un coup, l'iPad venait d'apparaître. Donc ce jour-là, il emmène son pad, et ce pad, pour lui, c'est pas un iPad, c'est un simple pad pad, tout simplement l'écritoire, dans l'écritoire avec autant de feuilles. Et les feuilles, vous savez, sont aussi une curiosité en tant que telle. C'est celle que George Kirk avait fait imprimer du papier à lettres. Simplement, il a changé d'adresse, il a changé de truc, donc il a plein de papiers à lettres dont il ne saura jamais que faire. Il les offre, ces feuilles, ces pages-là, à Lovecraft, et Lovecraft, il y a l'entête George Kirk, book machin, bibliophilie, vente de livres rares. Non, tu le tournes la feuille à l'envers, mais comme il écrit recto verso, il finit toujours par recouvrir la mention de George Kirk, qui a toujours l'adresse du 169 à Clinton Street. Il s'assoit sur son banc, il déplie son écritoire et vient s'asseoir à côté de lui. Qu'est-ce que je me suis régalé le 15 août dans la vidéo précédente à parler de ce brave homme du Midwest. Ah oui, dit Lovecraft, il était très bien habillé, très poli, et figurez-vous que ce monsieur qui était venu voir ses enfants à New York, il s'assoit sur le banc à côté de lui, commence à lui expliquer tout ça, et puis qu'on était beaucoup mieux à Elizabethtown qu'à Manhattan, et puis qu'en plus c'était moins cher, mais ça on ne parle pas de... Surtout, il y a beaucoup moins de noirs, etc., etc. Et il commence à lui raconter que lui aussi il écrit. Et il écrit quoi, ce vieux monsieur de plus de 60 ans? Eh bien, il élève des bisons dans le Midwest. Et pour le zoo du Bronx, il vient de faire un rapport sur comment élever les bisons en domesticité. Et ce monsieur, donc, Lovecraft dit, il était content, et c'est parce qu'il avait écrit ce rapport pour le zoo du Bronx sur l'élevage des bisons qu'il était bien curieux de savoir qui était cet homme qui, en plein jardin public, un jardin public qui a disparu depuis, d'ailleurs maintenant c'est du 4 voies avec un espèce de terre-plein au milieu, était en train d'écrire, et quoi allait répondre ou décrire à ce monsieur qu'il était en train d'écrire Toulouse. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 heures d'avoir commencé l'appel d'or Toulouse, vient ce brave gars, ils discutent 2 heures ensemble. Ça, je ne veux pas reprendre le truc de la vidéo, mais cette disproportion, on va s'installer maintenant. C'est ça qui lance là cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, quand je parlais de choses biscornues, voilà comment s'écrit cette semaine, à quoi ça ressemble. Alors, le 16, on est dimanche, ça va tout déborder. Le 17, on est à peu près correct, et puis regardez comment est le 21, comment est le 22, et tout ça dans ce gros machin de travers pour écrire « Write continuously ». Mais il se passe quoi cette semaine? C'est le retour de Sonia.
le retour imprévu de Sonia. Et ça aussi, qu'est-ce que c'était bon, elle arrive à New York, mais comment tu veux le retrouver? C'est fermé, Clinton Street, 169. Donc elle passe des coups de fil, tous les gens qui disent où peut être Howard? Où est Howard dans New York? Évidemment, elle le trouve pas, probablement elle réitère 2 heures après, 2 heures après, 2 heures après. Howard a disparu dans New York. Et là, évidemment, tout le monde le soir arrive à se retrouver. C'est une histoire qui avait été embrayée déjà en avance, puisque vous savez que plein de fois, elles se sont rendues à Manhattan dans un bâtiment administratif, un bâtiment de l'administration fédérale qui est chargé des dossiers de naturalisation. Alors pour ce dossier, elle a 2 témoins. Elle a son ancienne propriétaire du premier logement qu'ils habitaient à Flatbush quand il y avait encore des sous, et James Morton, qui reste évidemment là. Il va s'imposer même encore mieux là ces 15 jours comme le plus proche, des plus proches, pas ami, il a pas l'âge de Loveman ou de Kirk, mais c'est une valeur sûre, solide, c'est vieil ours comme l'appelle Lovecraft, Mortonius, mais donc c'est Mortonius l'autre témoin, et pour la remise enfin du titre de naturalisation, il faut se présenter soi-même, et encore avec 2 témoins, mais cette fois juste pour notifier la réception de l'acte. Les 2 témoins seront Loveman et Lovecraft, c'est-à-dire l'ami et l'époux, et Sonia est revenue de Cleveland exprès pour la remise de ce document. Sonia, maintenant, est américaine. Elle pourra donc, plus tard, en 1934, quelle année, aller voyager en Europe. Elle découvrira l'Allemagne hitlérienne, tout ça. Donc ça, bon, beaucoup de choses qui s'embrayent d'une chose à l'autre. Et un autre événement se greffe là, vous savez, Alfred Galpin. Alors Galpin, c'est quelqu'un de l'âge de Lovecraft quand il est entré dans le mouvement, c'était cette association UEPA du United Amateurs. Un de ses correspondants les plus immédiats, ça a été initiateur dans le mouvement United Amateurs, c'était Maurice Moe qui vit à Madison, Wisconsin ou à côté. Et Moe a comme étudiant à la fac ce jeune Alfred Galpin. Mais Galpin est de Cleveland. C'est par Galpin et Cleveland que Lovecraft pourra rencontrer, et Sonia qui lui paye le billet de train, Loveman, Kirk et tous les autres. Et Galpin, on a une correspondance qui est essentielle pour connaître le Lovecraft de 1919 à 1924, où toutes les contradictions sont déjà là. Mais Galpin a déménagé en Europe. Il s'est installé à Paris. Il voyage aussi en Italie parce que il devient compositeur. Compositeur, évidemment, tu en vis pas, donc tu te débrouilles, tu copies des partitions, tu déplies les partitions d'orchestre et tout ça. Mais il a décidé de se marier avec une Lee, Lee maintenant Galpin, une fille de bonne famille de Chicago, il y a de l'argent, et Lee Galpin rêve ils veulent pas rester en Europe, elle rêve de venir à New York parce qu'elle a des perspectives éventuelles de travail. Donc Lee Galpin arrive par le paquebot, va passer 3 jours à New York qui seront principalement consacrés à des rendez-vous, si ça marchera pas, le travail, et Sonia repart à Cleveland, là je vous la fais vite, la semaine, Sonia repartira à Cleveland, et elle repart par le train, mais Lee Galpin, tout ça c'est intéressant, elle repart en bateau. Il y a donc c'est des gros vapeurs à étages et tout ça dans les PDF, évidemment, moi je vous mets les images, qui s'arrête à Cleveland et qui remonte vers les Grands Lacs. Dallas, la ville de Bob Dylan. Enfin, Bob Dylan, c'est Hibbing, la ville minière au-dessus. Mais sa ville d'enfance, là où est la grand-mère unijambiste qui fume la pipe devant le lac, c'est Dallas, Minnesota. Et Dallas, avec elle, le plus grand port céréalier des US. Simplement, c'est un port céréalier qui est à 3000 kilomètres de la mer. Donc Sonia invite Lee Galpin à s'arrêter à Cleveland. Tout simplement aussi parce que c'est la famille de son mari. Alors on a un beau passage de Lovecraft qui dit je imagine déjà cette chère Madame Galpin arpenter le parc Intel où Alfred venait déclamer ses traductions de Baudelaire
Baudelaire. Galpin est un bon traducteur de Baudelaire, très différent des traductions de Baudelaire par Loveman. Alors on va regarder les PDF rapidement, mais autant vous raconter comme ça, en gros, à vue d'œil. Et ce sera la conclusion de ce voyage, c'est que Sonia attend Lee Galpin à Cleveland pour retrouver des amis, mais lui faire aussi visiter la ville. Elle se plaît, Sonia, à Cleveland. Et quand elle doit arriver, il n'y a plus personne. Alors, grande angoisse, parce qu'on ne sait pas où elle est. Ce sera tout un bazar de malles, d'objets, de bagages perdus, tout du long. En fait, elle a continué tout droit vers Chicago pour retrouver sa famille. Voilà les grands événements. Alors ça, première semaine de la quinzaine, et peut-être on va juste balayer un petit peu avec plus de précision, parce que toutes ces petites nuances, c'est-à-dire il invite Lee Galpin dans tel restaurant, mais après il est bien content que ce soit elle qui paye, parce que Et tout d'un coup, une fois Sonia repartie, une fois Lee Galpin évacuée, c'était quelque chose qui tenait à leur honneur de la recevoir. Mais oui, comme tout se passe. Alors évidemment, on lui loue une chambre, c'est tellement plus commode. Là, au 169 Clinton Street, vous savez qu'on peut louer des chambres à la nuit auprès de Madame Burns, la logeuse, et on lui trouve une chambre, celle qui est disponible, elle est au rez-de-chaussée. Lovecraft est au premier, Kirk était au deuxième. Toujours faire attention parce que dans la numérotation américaine, il y a toujours un étage, le premier étage c'est le rez-de-chaussée, mais enfin en tout cas, elle est vraiment là, niveau rue, et la chambre se révèle infestée de puces, ce qui fait qu'au matin, la pauvre jeune épouse d'Alfred Galpin, Lee, de bonne famille de Chicago, non, elle en peut plus, elle doit partir, et elle l'obtient même Madame Burns, honteuse et confuse, parce que c'est simplement qu'elle n'avait pas fait son boulot. Elle lui fait une remise sur le prix de la chambre. Alors la nuit suivante, on l'emmène à un hôtel. À chaque fois, on va découvrir, nous, tous ces lieux très précis. Où est-ce qu'on peut trouver un hôtel convenable à Brooklyn, pas trop cher? Et évidemment, Lovecraft fera toujours les accompagnements, les transferts, et tout ça, portera les valises. Et le soir, elle s'aperçoit que sa belle chemise en soie, sa belle chemise de nuit, sa chemise de nuit en soie a disparu. Le lendemain, retour de Lee Galpin au 169, on va voir Madame Burns, ma chemise de nuit que j'ai oubliée. Ah non, j'ai rien trouvé. Donc c'est ces petites choses comme ça. Par exemple, quelqu'un arrive d'un paquebot. Vous avez rendez-vous avec une jeune dame qui s'appelle Lee Galpin. Sur un paquebot, il y a 800 personnes. Ils descendent tous en même temps. Comment vous les retrouvez? Donc, la veille, on a écrit à la compagnie, parce que il y a toujours la pause à Ellis Island, des documents de quarantaine, de douane, etc. Et la compagnie, au débarquement, donne les lettres reçues. Et dans la lettre, si vous ouvriez la lettre, il y a la photo de Loveman et de Lovecraft. Ils envoient leurs photos, et puis l'adresse 169 Clinton Street. Simplement, la lettre n'a pas été remise à temps à Lee Galpin. Et donc, au débarquement, eux deux, ils sont là. Et c'est qui? Et elle, évidemment, elle trouve personne. Donc elle monte parce qu'elle se rappelle Clinton Street, et elle se souvient aussi que ça finissait par un 9. Alors elle va aller au 199, au 189, au 179, et finalement, elle finira par les trouver au 169. Et c'est tout cette chose qui justifie aussi de faire ce travail. C'est ce côté extrêmement concret de ce qu'on peut faire. Et ça, allez trouver ça ailleurs. Allez trouver ça chez d'autres. Alors, ouf, ça y est, la semaine va finir. N'oublions pas aussi la suite du mercredi, c'est-à-dire les réunions qui continuent, les réunions du Kalem Club. Par exemple, il y a 15 jours, Lovecraft fait une remarque très désobligeante pour le libraire associé de George Kirk, Martin Kamin, parce qu'il est venu à la réunion avec son épouse Sarah. Ah non, quand même. C'est une affaire d'homme. C'est comme ça. Mais là, cette semaine, Galpin est membre d'honneur, membre fondateur du Kalem Club. Donc Sonia est là, Lee Galpin est là,
évidemment, la Réunion, il y a aussi des gens qu'elle connaît, Loveman, tout ça. Je sais même pas si Frank Belknap Long, qui est encore en vacances dans les Thousand Islands, tout près de la frontière de l'Ontario, est revenu là pour 2 jours aussi. Alors puis c'est compliqué. Galpin a offert sa femme, elle apporte un gâteau de Paris avec l'étiquette de Paris qui doit être servir là pour. Ouais, mais ce gâteau, personne l'aime. Oh, et on apprendra plus tard qu'il a même fait convoyer par Lee Galpin une bouteille de vin français pour offrir à George Kirk, mais qui n'a pas eu le temps de venir la chercher. Et donc Lovecraft arrive à cette réunion avec non seulement son épouse, mais l'épouse d'un membre absent. On passe, et le mercredi suivant, encore, alors là ce sera un nommé Talman, un jeune homme de Providence, et c'est curieux aussi parce que ce jeune gars de Providence, il est étudiant à la Brown, et pour lui, c'est des indices aussi pour nous qui sont précieux. Howard Phillips Lovecraft est quelqu'un qui est le président, en tout cas qui a été président, qui a été tout l'an dernier directeur éditorial de United Amateurs, qui a aussi été le directeur éditorial longtemps de l'instance Boston du United Amateurs. Donc Lovecraft, c'est quelqu'un de métier, c'est quelqu'un qui publie et qui vend. Donc il demande à Lovecraft comment il pourrait trouver $185 pour publier son recueil de poèmes. Alors Lovecraft, évidemment, dans la lettre à la tante, ça le fait sourire, mais c'est un sourire amer. Mais vous vous rendez compte, pensez que le vieux gentleman, Grandpa, le grand-père, il a comme ça $185 disponibles à lui. $185, ça fait 6 mois de loyer. Ça fait 6 fois le paiement d'un article dans Weird Tales. Alors, mais ce Talman, on l'invite là à participer, on a invité à la réunion du Calem Club. Et à chaque fois, là, ça se passe, ça va se passer 2 fois de suite chez Lovecraft, et cette semaine, ce sera, on aura le détail dans la lettre à la tante. Kleiner et Kirk, qui sont là à chaque fois, non seulement ils ne viennent pas, mais il n'envoie pas de mots d'excuse. Or, Lovecraft avait acheté, évidemment, il achète toujours des petites tartes aux pommes, des petites tartes à la framboise. C'est qu'il a un service spécial pour l'occasion, un service acheté dans une brocante chinoise, avec des petites soucoupes bleues, des tasses bleues. Et il a acheté aussi un pot là en étain qui lui sert avant la réunion à descendre chercher 1 litre de café. Donc il met il investit lourdement. D'ailleurs, on apprend que même dans les réunions, il y a une petite coupelle à pourboire. Quand on s'en va, on participe, on met la pièce. Mais cette fois, ils vont être que 2. Il y aura que Leeds ou McNeil, je sais plus lequel des deux, puisqu'ils alternent. Frank Belknap Long. Loveman ne pouvait pas venir, lui s'est excusé. Mais Kirk et Kleiner, ils ont fait carrément faux bon. Et pour Kleiner, il avait acheté, mais gentiment, un crumble, parce que ce cher Reinhard Kleiner aime tellement le crumble. Ouais, mais pendant 3 jours, lui, Lovecraft, il va manger du crumble. Il va être dégoûté à jamais de manger du crumble. Donc on a toujours aussi ce centre de gravité-là, avec la balade du dimanche, qui est là la réunion du Calem Club. Et dans cette lettre, dans cette semaine que je dis, la semaine biscornue, donc on va retrouver, donc dès que c'est fini l'affaire Lee Galpin Write Continuously, c'est écrire des lettres. Et c'est toute cette semaine là où donc il n'y a ni Sonia ni personne. Lever à midi, écrire des lettres, coucher tard. Lever de bonne heure, écrire des lettres. Là, parce qu'il faut retrouver, il y a donc là plusieurs fois, il va aller 3 jours de suite.
Donc peut-être aussi parce que marre d'écrire des lettres, il descend à Manhattan et il va manger au Milan. Alors le Milan, 42e rue, à côté de Grand Central, c'est le restaurant où il a ses habitudes avec Sonia. C'est là qu'il se retrouve, par exemple, quand Sonia s'en va, quand elle prend le train de nuit ou quand elle revient pour fêter ça. Et au Milan, ils ont pour 25 cents, tu peux avoir du minestrone à volonté. C'est-à-dire une soupe de légumes hyper épaisse, hyper nourrissante, à 25 cents, t'en reprends 3 fois ou 4 fois, personne ne te demande quoi que ce soit. 3 jours de suite, il va descendre à Manhattan pour se gaver de son minestrone, et juste à côté, évidemment, il y a la Public Library, et il continue de lire un énorme ouvrage qui s'appelle Histoire coloniale de Providence. Ça fait déjà 2 mois ou 3 mois, et là, t'aurais envie de lui dire, mais balance-les, ces lettres. Qu'est-ce que ça peut faire, ces trucs du United Amateurs? Ils se débrouilleront sans toi, y a pas de problème. Et puis, toi, ce que t'as à écrire, c'est l'appel d'Ortolo. Et puis, t'as même pas encore dactylographié, ni Horreur à Red Hook, il va lui falloir encore 15 jours pour décider de s'y mettre, ni encore lui. Pourquoi? Parce que il y a ce truc qui va devenir ancré de plus en plus dans l'histoire de Howard Phillips Lovecraft, c'est-à-dire, tu as tellement peur, ou tellement tu anticipes que ton manuscrit va être refusé. Enfin quoi? C'est des magazines populaires, et tu leur proposes quoi? Du Mallarmé. Ou avec du fantastique de Poe. Rappelez-vous le tombeau d'Edgar Poe par Mallarmé. C'est là qu'il s'inscrit, Howard Phillips Lovecraft. Donc, les manuscrits, il va les lire. Là, ce passage bref de Frank Belknap Long pendant 2 ou 3 jours, il va lui lire Horror à Red Hook. C'est le 29. Belknap Long, qui, ça y est revenu des vacances familiales dans les Thousand Islands, il va lui lire, lui. Et ça, c'est important. Ce passage-là, cette récurrence-là, dans la bouche, le prononcé de l'histoire. Et Lovecraft dira fièrement à sa tante, j'ai lu ça au fiston, et on sait que il en a marre, Frank Belknap Long. Toujours que l'autre, il dit, c'est Grandpa et son fiston. Non, mec, on a 10 ans d'écart, on est écrivains tous les deux, t'arrêtes ce petit jeu, quand même, au bout d'un moment, là. Mais non, Lovecraft, lui, continue, Grandpa et fiston. Et fiston, je veux dire, tu vois, l'histoire, lui, elle est bien meilleure que Red Hook. Alors Lovecraft a sa vieille tante, et là encore, c'est ces petites nuances qui font le... Pourquoi? Parce que ça nous met en garde sur nous-mêmes. À sa tante, il lui dit, il l'a trouvé, lui, bien meilleur que Horror à Red Hook. D'accord, gars? Mais moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il lui a dit, Frank Belknap Long, sur qu'est-ce qu'il a aimé dans lui, et qu'est-ce qu'il n'a pas aimé dans Horror à Red Hook. Et il la voit où, la différence? Dans le thème, dans la manière. Rappelez-vous que Horror à Red Hook, c'était pensé, il y a un détective au départ, c'est une histoire où Lovecraft à chaque fois se fait rembarquer dans sa propre façon, mais c'est une histoire qu'il a pensée pour un magazine qui s'appelle Detective Tales, une histoire policière. Et même si tout simplement on a du Lovecraft. Dans lui, il est revenu à, j'allais dire, le fantastique pur. Tu joues avec les temps. Ça, on n'en saura pas plus, mais c'est ces choses-là qui sont importantes. Alors, continuons comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un événement considérable. Rappelez-vous de Dench, Ernest A. Dench. Ce Dench, là, c'est un gros facsimilé. En gros, là, j'en ai une traduction en français, mais alors il faut tout reprendre mot à mot, etc. Alors, j'ai plusieurs chapitres j'en ai mis des extraits là de chapitres dans le dossier réservé. Mais il y a 30 chapitres de ce livre de 1915 qui est toujours accessible, Making the Movies. Comment on fait des films? Et Dench, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé, là c'est un recueil d'articles, c'est l'importance du son dans le cinéma muet. C'est comment tourner des scènes sous-marines. Comment on reconstitue un combat naval. Ou comment on a fait pour filmer les morts dans les tranchées et quel droit on a. Ou est-ce qu'il faut que les peaux rouges soient des vrais Indiens dans les films avec des peaux rouges, etc., etc. Et Dench est passionnant. Par contre, Dench, qui avait été invité à participer au KLM Club, même si D, ça fait pas partie de la chose, il aurait fallu dire KDLM ou DKLM, Dench, ça l'a pas branché. Mais il est toujours membre
de cette une autre chose qui est très ambivalente mais très prégnante dans le séjour à New York, c'est le Blue Pencil Club, le club au pinceau bleu. Et ce Blue Pencil Club, Lovecraft voit ça toujours de haut. N'empêche que s'il a connu Morton et Sonia, c'est parce que Sonia et Morton sont au Blue Pencil Club en tant que instance à Brooklyn du United Amateurs, de l'UAPA. Et la relation à Morton reste impliquée, même s'il vit à Patterson, il reste impliqué à fond dans le Blue Pencil Club. Et Sonia, quand elle part à Cleveland, elle vérifie auprès, lui, il le redit à sa tante, Sonia a encore insisté, je me serais bien dispensé d'aller au Blue Pencil, mais Sonia, etc. Et Reinhard Kleiner, bon, évidemment, lui, ce qu'il a trouvé avec sa relation à George Kirk, c'est bien différent. Mais la dernière fois, on avait fait une excursion, une escapade, vous savez, avec des 10 kilomètres de marche, et c'est Morton, chaque fois qu'il organise des excursions, ça va revenir aussi avec Patterson, mais ça je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et dans cette excursion qu'on fait à 11 ou 12, il y a toujours le moment où chacun lit ses poèmes sur le thème du mois. Et le thème de la dernière fois, c'était on est en vacances, 1 an de vacances, ça tombe bien, on est dans une île où on explore toute la rive à pied. Et là, il vient de naître chez le couple Ernest Dench un petit Richard. Mais ce Richard, nouveau-né, Lovecraft, lui, il sait pas ce que c'est qu'un nouveau-né. Et le concours du Blue Pencil Club cette semaine, ce dimanche, ce sera hommage au petit Richard. Et là, c'est encore moi, c'est ma récompense aussi. Il écrit quoi à sa tante? Mais il écrit, moi, je veux faire d'un poème à la gloire d'un nouveau-né. Franchement, c'est pas mon truc. Alors, j'ai décidé d'expliquer pédagogiquement tous les obstacles qui l'attendaient dans cette putain de chienne de vie. Bon, on lui parle pas comme ça, Lovecraft. Et figurez-vous que quand ils feront leur réunion chez les Dench, et je rappelle donc Dench, ils habitent dans le nord de Brooklyn, c'est quand même loin, c'est grand Brooklyn, c'est donc en face il y a cette espèce de lande de terre là où il y a évidemment Coney Island, il y a la plage de Rockaway, et c'est au niveau de Rockaway, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là où habitent les Dench, ça s'appelle Sheephead's Bay, la baie en forme de tête de brebis, quoi. Mais aujourd'hui, ça doit être les avions de Kennedy Airport, de JFK, qui sont là. C'est juste voisin, mais à l'époque, c'est rien. On est complètement à la campagne, dans des paysages fabuleux et beaucoup moins chers que le Brooklyn où habite Lovecraft. Et cette fois-là, eh bien, son poème pour mettre en garde le petit bébé qu'on leur montre à la fin de la séance, c'est lui qui aura le premier prix, et il n'y est pas insensible. Voilà en gros le contexte. Et le 30, dimanche 30, ce sera une autre affaire, puisque ce sera toujours avec Morton, une excursion à Patterson, et là il y a beaucoup d'autres enjeux. On va regarder un petit peu les PDF rapidement, puisque finalement c'était mieux de faire, j'espère, un petit aperçu un peu synoptique, et puis vous pouvez toujours le retrouver en détail. Alors où j'en étais dans les PDF, on va les éliminer l'un avec l'autre. Celui du 16, ce dimanche, là, avec après avoir pris un petit déjeuner à base de crème que Sonia avait rapporté, nous avons balayé, nettoyé la chambre et appelé la White Star Line et découvert que le Majestic, alors le paquebot donc de Lee Gilpin, voilà, c'est tout ce détail là qu'il raconte à sa tante, et ça, autant, c'est des questions ça aussi d'édition, c'est-à-dire là on a de magnifiques outils de travail. Est-ce que traduit en français, comment tu ferais? En tout cas, c'est pas moi qui le ferais. C'est un petit peu différent pour les lettres à Robert Howard, parce que
ou à Clark Ashton Smith, parce que là, on est vraiment sur littérature et politique, littérature et comment on lit, comment... Mais les lettres aux vieilles tantes, par contre, quand on les prend comme ça, là, moi, mais un bonheur. Alors là, on annonce, donc, nous avons préparé une lettre pour Madame Galpin à l'embarcadère, qui lui sera remise dans l'embarcadère, indiquant notre numéro de téléphone en joignant des photographies de Loveman et moi-même, mais quelques clics et tu trouves justement ce paquebot, l'Homérique de la White Star Line, et on y est, enfin. Alors dimanche 16 août, alors le 17 août, eh bien ce sera Sonia donc qui est revenue. Quand il y a Sonia, on va au cinéma au moins 2 fois par semaine. Avec elle, qu'est-ce qu'il va voir? Les 10 commandements de Cecil B. DeMille, donc un grand classique, et petit à petit, c'est quoi aussi l'intérêt, nous? Faire ça sur 1 an, des fois on ne sait pas ce qu'il est allé voir. Dans ce cas-là, c'est plutôt des navets. Mais dans cette pratique du cinéma, on voit aussi se constituer non pas quelque chose qui serait la jonction littéraire. Par exemple, là, je voyais, j'anticipais un peu, là, en septembre, il va aller voir le Siegfried de Fritz Lang. Jamais, pas plus lui d'ailleurs que Leeds qui va le voir la fin août. C'est pour ça que lui ira le voir ensuite avec Kleiner, je crois. Fritz Lang, non. Ce cinéma, c'est du spectacle, mais la notion de réalisateur, elle n'est pas passée, c'est pas accédé encore au geste artistique. Alors j'ai suivi aussi dans le New York Times plusieurs jours une jeune femme amnésique. Et est-ce que il y aurait une épidémie d'amnésie? On en a discuté par mail à New York en même temps. Probablement pas. Mais pour moi, cette question-là, elle est structurante dans un livre essentiel de Howard Phillips Lovecraft qui s'appelle « Dans l'abîme du temps ». Vous savez que c'est tout d'un coup un gros vieux bêta de professeur de droit qui devient amnésique, totalement. Donc le statut, comment cette société, comment la grande ville traite celle qui dit « je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas de nom, je ne sais pas où j'habite ». Et comment l'enquête collective par journal, le lendemain, on va voir publier sa photo, est-ce que ça remplace? Bon, ça, c'est ça. Et comme on était le creux du mois d'août, si j'ai toujours tenu à mettre un petit signe iconographique, là, une publicité, on en trouvera d'autres. Avançons. Le 18, le lendemain, nous nous sommes levés tôt. Voilà les 3 jours. Alors voilà, là j'ai traduit en longueur, donc mais c'est du montage. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est comment tu les vois à ta binocle là. Et tout à l'heure, je me disais même à Derek, en pensant à Derek Hussey, pas Campus Press, mais ce remontage que je fais, je pense qu'il aurait pertinence à être publié aussi là dans le monde US, en revenant tout simplement à la langue originale, mais en gardant l'idée du montage. Ah, il y a ce brave homme qui a fait passer une annonce. Lui, il a publié un petit livret qui s'appelle « Comment dépenser son argent ?» C'est-à-dire comment dépenser et devenir riche quand même. Vous y croyez? Lui, il a reçu 82 000 réponses avec chaque fois des petits timbres-poste. Et puis, hop, il a disparu avec les sous. Là, qu'est-ce que c'était donc toujours pour le deuxième jour, cette question de la jeune femme amnésique. Il y a un autre fil que j'ai suivi, Macmillan, c'est l'équipé avec les avions, c'était pour savoir est-ce qu'il y a des terres au pôle Nord. Macmillan doit faire demi-tour, il n'a pas trouvé de terre. Est-ce qu'il est pourtant capable de dire le pôle Nord, c'est pas une terre, c'est rien que la mer? Non. Et ça, c'est intéressant aussi. On va voir une pièce. On emmène Lee Gilpin à Broadway voir une pièce qui s'appelle White Colors, et comme par hasard, une des pièces un petit peu fondatrices d'une écriture, enfin en tout cas d'un geste féministe sur la scène de théâtre. C'est Sonia qui a choisi, c'est pas notre publicité. Kelvinator, bien sûr. Toujours la lettre à Lillian Clark, toujours la visite de Lee Gilpin et les aventures entre les puces, les déménagements hôtels.
Un steamer à vapeur qui explose à Newport, en plein là, chez les riches. 23 morts, 100 blessés. Ça, mais ce contexte aussi, toujours important de le souligner. Et on publie la photo de la jeune femme amnésique. Ça, c'est des documents. Toujours ces publicités, j'en ai relevé plusieurs. Patex vend un appareil à moins de $100, $97.50, et qui permet, chez soi, qui permet de filmer avec la petite manivelle. Et la petite manivelle, une fois qu'on a envoyé la pellicule à Patex pour qu'elle soit développée, elle vous revient sous forme de film, et avec la petite manivelle, vous pouvez donc filmer individuellement et projeter chez vous. C'est pas neutre. Le vin, c'était... oh, mais le vin, je vous en avais pas parlé. Qu'est-ce que c'est le 20 août? C'est l'anniversaire de Howard Phillips Lovecraft. Il a 35 ans, le vieux gentleman, le grandpa. Alors, voilà comment il en parle à sa tante, sa brave tante qui lui souhaite bon anniversaire. Quant à vos souvenirs du 20 août 1890, ils éclipsent peut-être un peu les miens, car le vieux gentleman devient un peu flou après toutes ces années. J'ai donc jeté les bras en l'air, comme si j'étais excité à l'idée d'entrer dans ce nouveau monde. Sa tante lui a parlé de ce jour-là où elle l'a vu pour la première fois. Quelle naïveté! J'aurais pu me douter que ce ne serait qu'un ennui. Oh, comme c'est baudelairien. Mais peut-être rêvais-je simplement d'une histoire étrange, auquel cas mon enthousiasme était plus pardonnable. Voilà. Un régal aussi dans ces petites nuances. Journée compliquée du 20 août 1925. Le lendemain, j'ai célébré ma sénilité naissante en me levant tôt pour accompagner Sonia au Federal Building pour la procédure finale. Donc toute cette histoire du dossier de naturalisation. Encore Madame Galpin, et le soir, on finit quand même par l'évacuer. C'est des histoires de taxi, des histoires ouf. On a la chance de pas louper le magnifique bateau qui est là, le ferry de New York à Cleveland, et vous voyez les belles fumées qu'on y respire, tout simplement parce que Cleveland c'est leur central, comme à Nashville ou Chicago, tandis et donc ouf, ils arrivent croyant que le bateau était parti depuis 10 minutes. Non, il restait 1 heure à attendre. Alors le 21, ouais, c'est ça, le 21 août, j'ai repris là la correspondance. Alors le 21 août, je suis retourné voir du côté de chez George Kirk, parce que là, il y a quelque chose vraiment qui bascule pour lui, c'est il monte sa propre librairie. Et il a trouvé un local pas très loin de la librairie des Cayman, desquels il était associé, mais c'était prévu dès le départ qu'il se mette à son compte. Simplement, pour l'autre, tout d'un coup, il perd un associé et il perd le gars qui tenait la boutique, en gros. Et puis, on peut supposer aussi que quand Kirk monte sa propre librairie, oui, il a son stock de livres. Il louait déjà une deuxième piole près de Brooklyn Bridge. Mais il emmène aussi des clients. Alors j'aurai deux extraits, celui d'aujourd'hui du 23 août parlant du 21 et un autre le 25. Et Kirk, là, comme il revient de Cleveland lui aussi, où il a passé 3 semaines, puisqu'il y avait son frère qui était là, enfin je vous passe ce genre de détails, il s'héberge à New York, à Manhattan, dans un hôtel qui s'appelle le Martinique. Hôtel de la Martinique, non, Hôtel Martinique, tout simple, il faut que je corrige ici. Il se mouche pas du pied, alors, mais c'est une magnifique architecture. L'hôtel existe toujours, il a été reconstitué, mais cet Hôtel Martinique, évidemment, c'est un trésor architectural de New York. Là encore, là, les extraits de la lettre à la tante, quand justement Lovecraft retrouve Kirk, ils se sont pas vus depuis 1 mois et ils vont marcher à pied dans la nuit de New York plutôt que de prendre le métro. Kleiner les a quittés, McNeil est rentré chez lui et Kirk et Lovecraft vont marcher à pied pendant 90 blocs. C'est comme si cette espèce d'amitié fusionnelle était reconstituée. Maintenant, on sait bien la différence entre Kirk et Lovecraft, mais marcher ensemble, quel bonheur. Et ça peut occuper toute une nuit.
L'histoire du gars qui veut lui emprunter 185 $. Là, c'est évidemment chaque fois dans les fins de semaine, moi je vais un peu plus chercher. Il y a une invasion de moustiques à New York. Savez-vous quoi? Oh ben là aussi, il y en avait une le même jour. Ça a proliféré pendant 3-4 jours, toutes ces saloperies. On se faisait des pchit et tout ça. Pareil que sur la côte nord, là, au Québec. Et ça y est, c'est fini. Tempête en mer, beaucoup de brouillard, évidemment toujours des accidents qui ont L23, retour à George Kirk. Aujourd'hui, Kirk est allé faire de l'aviron à Prospect Park. Pendant 3 heures, il a ramé. Ben ça, figurez-vous, c'est Kirk, mais ça risque pas que ce soit Lovecraft. 25 août, toujours les lettres de Kirk, on apprend qu'il y a le film de Charlie Chaplin, La roulée vers l'or, The Gold Rush, qui vient de sortir. Kirk, il est enthousiaste. C'est le plus beau film qu'a jamais fait Chaplin. Et il avait proposé la veille à Lovecraft de venir avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Lovecraft? Il s'est enfermé dans sa chambre. Il dit comme ça, même s'il frappe, ben non, moi j'irai pas. Ben, ça tombe bien, Kirk n'est pas venu le chercher. Mais là aussi, ça donne des petites nuances sur... il est là avec Write Letters, Retire Late, c'est tout ce qu'il fait, Alors toujours mes petits articles du New York Times, 1 par jour. Là, toujours ce retrait de Macmillan depuis l'Arctique. Toujours l'histoire des moustiques qui revient, parce qu'il y en a plein à la mairie, on ne sait pas quoi faire. Les photos, vous savez, l'ascension du Mount Logan, qui est à la frontière, mais du côté Canada, dans le Grand Nord, l'expédition, ils avaient mis 6 semaines, une expédition évidemment canadienne-américaine, mais menée par un Canadien. Là, ça y est, ils commercialisent leurs photos. 24. Cette grande affaire. Il était retourné tout seul à Coney Island pour montrer son nouveau costume à sa tante Liliane. Quand il était allé à Coney Island avec Sonia, il avait repéré une petite boutique où ça coûte presque rien. Donc il se fait photographier. Ah ouais. Mais il n'avait pas suffisamment précisé au gars. Quand le gars lui amène les 2 tirages, drame. On voit que ça. Il avait fait un portrait, et non pas Lovecraft en pied, avec son beau chapeau de paille, ses belles chaussures et tout ça. Il a dépensé ses sous pour rien du tout. Ça va le mener. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous bassiner avec ça? À sa tante, oui, parce que bientôt je vais retourner la photo. Cette fois, vous me verrez, mais en gros, comme ça. Plus ce qui se profile, comment je vais trouver les 20 $ pour acheter le costume d'hiver? À Brooklyn, un grand événement, l'enterrement qui va traverser tout de Chinatown jusqu'à Brooklyn, avec 100 voitures dans le cortège d'un gars qui était considéré comme le juge de paix de Chinatown. Et ce juge de paix de Chinatown, Li Kuei-hing, le faiseur de paix, marchand chinois, a vu s'affronter donc les 2 bandes mafieuses, les Hanleangs et les Hipsings, et il était tellement respecté que tout ce convoi va traverser tout Brooklyn. Lovecraft, il aurait mieux fait d'aller les voir que non, lui, c'est le contraire. Il est redescendu à la bibliothèque et il a mangé son minestrone. Ça va? Vous en avez pas marre? Les tout derniers. Allez, on est le 25. Mardi, levé à midi, écrit des lettres tout l'après-midi. Des fois, moi, j'en avais un peu marre aussi. Alors, j'ai fait un peu bref, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement le décalque de la journée précédente. On se lève à midi, on écrit des lettres. Vers 6 heures du soir, on va manger le minestrone à volonté au Milan. Et comme juste à côté, c'est la bibliothèque, on va relire Providence in Colonial Times. Oui, les offres d'emploi pour les femmes et pour les hommes. Ça, c'est un beau document social aussi. Ça fait partie des petits plaisirs aussi. Allons pour le 26. Sonia, on ne sait plus où est passée Madame Galpin qui devait s'arrêter à Cleveland et qui ne s'y est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il avait fait lui? Cette fameuse réunion où il y a Talman.
Et une petite chose que j'ai reprise, les Belknap Long. Vous savez qu'à New York, on peut faire ça. On part sur l'Hudson en vedette, tout bout, d'ailleurs, une vingtaine de kilomètres en amont sur l'Hudson. Il y a un musée de statues, un musée de statuaire, un musée d'art contemporain. Évidemment, il n'existe pas à l'époque. Mais les Belknap Long, alors ça coûte à $1,82, c'est pas rien. Mais on peut prendre un beau bateau de croisière, là, qui s'en va depuis les piers, là, en face à Hoboken, et qui remonte l'Hudson pendant toute la journée, revient le soir. Et là encore, il y a ces architectures de ponts suspendus et tout ça. Et Lovecraft, Belknap Long, c'est ça aussi, ce rapport, la ville-nature, qui sera toujours en travail là dans ce carnet. Il se dit que lui aussi, dès qu'il aura $1,80, il la fera, la remontée de l'Hudson. Le 27, le pauvre Lovecraft se plaint à sa tante dans une nouvelle lettre que tout d'un coup, la température a chuté et lui, il aime pas l'automne, il aime pas l'hiver. Et là, aujourd'hui, c'est comme si c'était déjà là. Par contre, oh, pauvre biographe. Ah si, il a eu du bonheur, c'est-à-dire que Lillian, c'est pour ça qu'il lui met une petite carte, lui a envoyé une fois de plus, la liasse des récents journaux hebdomadaires de Providence. Il va lire Providence toute la journée. Et il écrira encore et toujours des lettres et des lettres et des lettres. Et puis, à l'opéra, cette chanteuse qui est actrice, une star du muet, et cette Geraldine Farrar, qui s'est illustrée dans les rôles, par exemple Carmen, c'était quand son Carmen, vers 1915, ouais, c'est ça. Et là, elle décide, c'est étrange, elle est plus âgée que Lovecraft, 10 ans de plus, mais là, elle va s'arrêter bientôt, elle va prendre sa retraite. En gros, elle prend la scène, là, c'est-à-dire, en tant que star du muet, tu utilises la célébrité du muet pour revenir sur la scène de l'opéra. Et elle va, donc là, il y a cet opéra comique, et puis ensuite, elle a des nodules dans la gorge, etc. Donc tu t'aperçois là encore que l'aventure humaine derrière, ça peut être lourd, rugueux. Elle décide d'arrêter sa carrière de chanteuse, ouais. Donc elle va donner Carmen, elle va le jouer 123 fois en 125 jours. Même mon cher Bob Dylan, dans son Never Ending Tour, il est là battu, et puis elle va retourner, je sais plus où, dans le Connecticut, c'est pas très loin. Et elle va vivre 30 ans. Elle mourra en 1967. Pourtant, plus âgée que Lovecraft. Et Kirk est allé voir ce film Siegfried. Là, on en reparlera plus précisément. C'est un grand film, donc la musique de Wagner, mais ce film de Fritz Lang qui est présenté en version colorisée. Colorisée, c'est à la main sur les pellicules. Attention. Et pour Lovecraft, ce sera un événement, mais tout bientôt. Par contre, dans le mot de Kirk à Lucille, on a la précision que Sonia est heureuse donc d'avoir retrouvé Cleveland. On a aussi le témoignage que en ce moment il y a un peu de la brouille donc entre les Martin Kamin et Kirk, c'est normal. Il a récupéré ses affaires, ça y est, maintenant il est installé. C'est un chronomètre qui est très important parce que cette librairie va jouer un rôle évidemment décisif là maintenant dans ces 4 mois qui nous restent avant que Lovecraft reparte à Providence. Mais il nous dit que Sonia travaille dans le bâtiment Kinney 11. Alors tu dis ça, elle travaille où elle veut, la pauvre. Mais t'as qu'à chercher, tu vas trouver quoi? Dans cette Euclid Avenue. Alors on la connaît, la Euclid Avenue. Vous savez que quand Lovecraft avait fait le voyage de Cleveland la première fois, je sais plus qui lui avait offert, si c'était probablement les parents Galpin, ou alors Alfred Galpin, qui avait emprunté la voiture de ses parents. Ils avaient visité Cleveland en voiture. Ce magnifique passage, ça y est aussi dans là, j'avais reproduit la lettre de 1922 là quand on a fait connaissance de tout ce monde-là. Et évidemment, le Euclid Avenue, c'est comme la 5e avenue à New York. Et ce bâtiment là, la Kinney 11,
c'est un bâtiment tout récent, donc là, à l'ouverture même de la grande avenue, vous voyez les trolleys au milieu, la circulation automobile des deux côtés, et ce bâtiment, on a on dirait, enfin, des grands magasins, mais plutôt les grands magasins à la Zola, qu'est-ce qu'on pourrait dire, nous, grande surface, et il y a ce truc, il y en a plusieurs, il y en a pour on peut acheter des lits, du matériel ménager, des réfrigérateurs, et au 6e étage, tout en haut, c'est la bibliothèque municipale de Cleveland. Eh bien, il suffit que George Kirk nous dit Sonia travaille dans le Kin 11. Eh bien, voilà l'endroit où travaille Sonia à Cleveland. On finit. Alors évidemment, pour le samedi 29, je me suis levé à midi, j'ai écrit des lettres, etc., etc., etc. C'est là où il lit la nouvelle, le récit, à Belknap Lang. Ensuite, ils descendront en ville, ils feront les vitrines, ils feront les magasins d'antiquités. C'est plus anecdotique. Et puis, donc, le soir, cette soirée-là, chez les Dench, où on leur présente le petit bébé, le petit Richard, et c'est là que Lovecraft est tellement heureux d'annoncer à sa tante qu'il a eu le prix. Et voici ce Sheephead Bay, en face à Rockaway, là où habitent les Dench. Et c'est pareil, si tu sais ce que tu veux, tu trouves, mais encore faut-il vouloir. Ça, c'est le paradoxe d'Internet. Vous faites comment, vous? Paradoxe d'Internet, en ce sens que chaque fois, tu as un petit timbre-poste. Mais ces timbres-poste, là qu'on en est aux 2/3. Je crois qu'on en est au 236e envoi de ce PDF. Et bien sûr, c'est ouvert. Rejoignez-nous quand vous voulez. On en a encore 120 devant nous. Et moi, ça me donnera la force. Mais là, le Sheephead Bay, comment c'était en 1925? Bah ouais, n'empêche que photographie à la chambre, avec plaque de verre, d'évidence. Et la netteté, la précision, le rapport ciel-mer, reflet. Ça aussi, c'est une manière de leur rendre hommage à tous ces anonymes, à tous ces inconnus. À bientôt.